bonsoir à tous et bienvenue au Wagon. Alors, nous recevons ce soir Alix, qui est cofondatrice de la startup AB Testy, spécialisée dans le testing web et la personnalisation de l'expérience utilisateur. Donc, Alix, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'avant AB Testing, ton parcours Bien sûr. Alors bonsoir à tous. Merci Edouard pour l'invitation. Merci Benjamin. Je suis ravie d'être là ce soir. Alors juste pour que je situe bien, du coup vous êtes élève du batch actuel et il y a des extérieurs aussi, c'est ça? Tout à fait. Ouais. D'accord. Il y a combien d'élèves là à peu près? D'accord. Ok. Ça marche. Ok, donc vous êtes ici là dans ces super locaux toute la journée. C'est bien ça. Comment? Ouais, c'est vrai qu'il fait un petit peu chaud. Ouais. Ok, et du coup, vous avez des cours toute la journée? Ouais, ah ouais, c'est chiant ça. Ok, bon bah écoutez, moi je suis très contente d'être là. Écoutez, je vais vous parler un petit peu de l'histoire et puis de la manière dont on a présenté, créé la société. Et puis vous n'hésitez pas évidemment hein, à poser des questions, vraiment en mode apéro. Hein, j'ai ma bière qui est là, donc voilà, je pourrais faire des petites pauses comme ça quand vous poserez des questions. Moi j'ai j'ai monté ma société à 26 ans. J'ai fait une école de commerce. Alors, j'ai fait d'abord l'université, j'ai fait un BDOG à Nanterre, ensuite j'ai fait l'école de commerce de Reims qui s'appelle Neoma maintenant. Et ensuite, en sortant de Neoma, alors j'étais avec Cyril qui est tout au fond là-bas, qui est un alumni d'ici. Et en sortant de Neoma, en fait, on n'avait pas de possibilité de faire de stage de fin d'études. Je ne sais pas pourquoi, c'était super mal foutu. J'avais qu'une convention de stage pour 2 mois. Donc impossibilité de trouver un stage parce qu'en fait, j'avais très logiquement cherché, comme tous mes camarades, un stage dans un grand groupe, un stage de fin d'études dans un grand groupe pour ensuite me faire embaucher. Et impossible en fait d'avoir une convention avec l'école de Reims. Donc du coup, j'ai dû acheter une convention avec un organisme de formation, ce qui fait que je pouvais trouver que dans des petites entreprises. Donc finalement, aujourd'hui, je remercie Reims parce que finalement, je n'ai pas pris le chemin grande entreprise, mais je suis partie du coup dans une petite entreprise web. J'avais une copine à l'époque qui travaillait dans une régie publicitaire, donc qui s'occupait de ramener du trafic sur les sites internet, qui m'a fait rentrer en fait dans cette boîte. Donc je suis arrivée donc sur le web, on était en 2007, donc émerveillement total, hein, puisque c'est vrai que c'était vraiment un monde très nouveau pour moi. Je n'étais pas particulièrement techos ni rien du tout. Par contre, j'ai vraiment découvert un nouveau monde. Et puis bon, 2007, c'était quand même finalement il y a pas mal de temps, je me rends compte. Donc je me suis vraiment un peu formée au web. Et puis au bout de 2 ans, bon, j'en avais un petit peu marre. J'étais responsable marketing d'une régie publicitaire. C'était un modèle au CPM qui se cassait un petit peu la gueule. Et à ce moment-là, j'ai revu mon associé Rémi, donc qui n'était pas mon associé à l'époque, qui était un ami d'enfance avec qui j'avais été monitrice de colonies de vacances quand j'étais petite, qui me recontacte sur Viadeo, qui était encore un super, super réseau à l'époque, en me disant tiens, je travaille dans le web aussi, j'ai rendez-vous avec des gens de ta boîte, je vois que tu bosses dans le web, déjeunons ensemble. Donc on a déjeuné ensemble et puis là on s'est dit tous les deux c'est quand même magique, donc c'était fin 2008, on s'est dit c'est quand même magique, le web, il y a plein de choses à faire, il faut absolument monter une boîte, mais on ne sait pas quoi. Donc il m'a dit écoute, rejoins-moi dans la boîte dans laquelle je suis qui marche bien, et puis si jamais ça marche bien, on montera ensemble une entreprise. Donc je me suis fait recruter avec lui dans cette boîte-là, alors pas forcément dans l'optique de monter tout de suite une entreprise, hein, parce que c'était pas très sympa pour cette boîte-là, mais dans l'optique plus de travailler ensemble, et puis ça m'intéressait aussi d'aller dans cette entreprise. Donc qui était une agence d'acquisition de trafic. Donc on a tous les deux travaillé ensemble dans cette entreprise, et puis on s'est dit très vite c'est super intéressant d'acheter du trafic pour les sites internet. Par contre, une fois que les gens arrivent sur le site, on est super frustré parce qu'on n'a pas du tout la main sur la conversion, sur les parcours clients, sur l'analyse, sur comment est-ce qu'ils se convertissent. Et en fait, on achetait du trafic et parfois ça ne convertissait pas. Et on était extrêmement frustrés de ne pas avoir la main sur le site. Donc on s'est dit, ça y est, on a notre idée de boîte. Donc on a créé en fait une agence qui s'appelait Liwio, qui était spécialisée en web analytics et optimisation des conversions. Donc vraiment, j'analyse les parcours clients, je regarde où est-ce qu'il y a des points bloquants et ensuite j'essaie d'optimiser en continu la conversion et de transformer ces fameux internautes en acheteurs.
Donc on a créé notre entreprise fin 2009, donc, qui s'appelle Liwio. On a commencé à faire des missions de conseil. Et puis très rapidement, on s'est aperçu qu'en fait, pour améliorer en continu le trafic, il fallait faire de l'A/B testing. Alors est-ce que vous savez tous ce que c'est que l'A/B testing? Cool. Ah non, il y en a qui ne savent pas. Alors en fait, l'A/B testing, c'est très simple, c'est quelque chose qui est né un peu avec le web, parce que sur le web, on peut tout mesurer. C'est le fait de pouvoir tester plusieurs versions d'une page, par exemple, sur des utilisateurs en temps réel. Donc par exemple, je suis sur une page, je change une image de mon site, je mets une autre image un peu plus accrocheuse, par exemple, et puis je mets 50% des gens qui voient une image, 50% des gens qui voient une autre image, et je regarde s'ils achètent plus avec une image ou une autre. Donc c'est quand même un concept super simple, A/B. Je teste une page A versus une page B et je regarde ce qui marche le mieux. Et en fait, le fait d'analyser son site et en continu de tester, de tester des pages et de regarder si ça marche mieux, ça permet d'optimiser en fait en continu son site. Donc on s'est dit, ok, l'A/B testing, ça a l'air d'être une méthode géniale. Tous nos clients commençaient un petit peu à en faire, mais ils voyaient ça comme un truc un peu technique, un peu compliqué, etc. Donc on a décidé en fait de créer un outil qui redonnait la main aux équipes marketing et projets. Donc un outil en fait d'A/B testing hyper simple. A/B testing, en 2 mots, vous rentrez dans l'outil. Alors vous pouvez aller directement, ceux qui ont des ordi, voir. En fait, vous rentrez votre site sur A/B testing, sur l'éditeur d'A/B testing, et là vous pouvez tout modifier comme si vous étiez sur un PowerPoint. Donc vous qui apprenez du code, justement, c'est pour pas avoir besoin de faire du code. Bon, même s'il y a quand même une partie pour les développeurs, parce qu'il y a aussi des ajouts CSS, des ajouts JavaScript, etc. Mais voilà, on rentre, on peut tout modifier, et ensuite on lance le test, et on regarde si ça marche mieux sur une page ou sur une autre. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée en fait de l'outil. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a vraiment changé de business model, puisqu'en fait, on avait d'abord notre agence, et puis comme on s'est dit on va créer un outil, on a recruté un développeur, on a commencé à créer l'outil, mais heureusement on avait des clients dans l'agence, donc on pouvait quand même se payer. Et puis on a nos clients qui ont commencé en fait un peu à tester notre outil. Ils se sont rendus compte très vite que, alors au début on a vraiment fait un MVP. Vous savez tout ce que c'est qu'un MVP, un minimum viable product, donc vraiment quelque chose de super basique. Et en fait on l'a proposé à nos clients, donc les clients qu'on avait dans l'agence. Et puis très vite nos clients ont commencé à nous dire ah mais c'est top, vous devriez rajouter ça, ça, ça. Donc en fait on a vraiment itéré et créé le produit avec nos clients. Ça c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde, créer quelque chose de très simple au départ et puis ensuite itérer et améliorer en continu votre produit. Donc on a itéré, on a proposé le produit à nos clients qui nous ont dit tout de suite c'est génial, c'est super, etc. Donc on s'est dit tiens, là on propose le conseil et puis on leur propose un petit outil en plus. Est-ce qu'on ne ferait pas le contraire? Est-ce qu'on ne proposerait pas un outil avec un petit peu de conseil par-dessus l'outil? Donc c'est ce qu'on a fait, on a vraiment complètement changé de positionnement. On a vraiment développé l'outil en 2011 avec nos clients. 2012, on a sorti une version commerciale pure outil. On a eu notre premier client qui était Photobox en avril 2012. Et puis après, ça a déroulé. On a eu Bouygues Télécom, on a eu Smartbox, on a eu Etam. On a vraiment eu en 2012, on a commencé à avoir des très gros clients. Moi, je les remercie toujours, ces clients-là, parce que je les appelle un peu mes business angels, parce qu'ils nous ont fait confiance alors qu'on était 3-4. Et j'ai signé des très gros contrats alors qu'on était très, très, très peu. Et puis on a continué comme ça, 2013, on a commencé à avoir d'autres clients, c'est Discount, etc. Puis mi-2013, on s'est dit, on a aussi commencé à recruter, donc on était 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Et puis mi-2013, on était 6-7, et puis on s'est dit, bah là, si on veut aller plus vite, il va falloir qu'on aille lever des fonds. Donc alors on avait la chance d'avoir en fait eu l'agence qui avait financé l'édition, le logiciel, ce qui fait qu'on n'avait pas fait de levée de seed en fait. Donc en fait, quand on a fait une levée, on était rentable. On était déjà 7-8. Non, on était même 12 au moment de la levée. Donc on a commencé en fait fin 2013 à faire un tour de table pour aller chercher des fonds pour justement se développer plus vite. Donc à la fois développer plus vite le produit, mais aussi le développement commercial, bien évidemment. On a closé une levée en mai 2013 de 1,1 million auprès de Xange et Kimaventure, ce qui nous a permis à la fois de recruter des développeurs, des commerciaux et de commencer un petit peu à développer l'international. Donc on a commencé aussi à appeler des clients dans d'autres pays parce qu'on se dit bah, si ça marche en France, autant se dépêcher et puis aller rapidement voir aussi ce qui se passe à l'international. Donc ça a été du coup 2014-2015 et puis fin 2015 on a commencé à grossir. Fin 2014 on était 25. On a continué à grossir en 2015, on était 55 à peu près fin 2015. Et puis là, on s'est dit, bon, bah, si on veut continuer à
a accéléré, il va falloir qu'on refasse une levée de fonds. Du coup, on a réenclenché un tour de table fin 2015 qu'on a closé en février 2016, donc il y a quelques mois, donc de 5 millions d'euros cette fois-ci auprès d'Omnes Capital qui est arrivé à notre capital. Et on a aussi ouvert des bureaux. Donc ça, je pourrais vous en parler aussi beaucoup après de l'ouverture de bureaux. On a ouvert un bureau à Londres, on a ouvert un bureau à Cologne, on a ouvert un bureau à Madrid, on a ouvert un bureau à Sydney, et là, on vient d'ouvrir un bureau à New York. On a 6 bureaux aujourd'hui, et on est une équipe de 80 personnes. Bravo. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Désolée, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc voilà, pour vraiment le parcours un petit peu rapide. Après, si vous voulez qu'on creuse sur certains points, certains éléments. Alors, moi, je pense que beaucoup se posent la question. Quel type de métier on a donc, du coup, dans tes équipes parce que apparemment, c'est une start-up qui a la chance d'évoluer très vite, apparemment. Alors, ouais, tout à fait. Alors, évoluer très vite, ça peut faire rêver de l'extérieur. Il faut savoir que l'hypercroissance, c'est quand même quelque chose de très compliqué. On était, vous voyez, à cette époque-là, l'année dernière, on était 35, là, on est 80. C'est énorme d'absorber autant de monde en si peu de temps. Il faut aussi créer sa culture d'entreprise. Enfin, il y a vraiment plein de choses à mettre en place et de faire ça tout très vite, c'est pas toujours très facile. Donc voilà, on apprend plein de choses, c'est absolument passionnant. Alors on a des équipes composées de développeurs bien évidemment. Alors d'ailleurs j'en profite pour faire passer le message que nous recrutons énormément, donc n'hésitez pas à venir postuler chez nous. Donc des développeurs, on a une équipe donc, de développeurs, une équipe produit, une équipe de recherche et développement, donc de data scientists, qui sont vraiment dédiés à la recherche sur les algorithmes, le prédictif, etc. On a une équipe commerciale qui est divisée en une équipe commerciale de ce qu'on appelle les chasseurs, donc qui vont chercher du nouveau business, et puis des Customer Success Managers qui s'occupent des clients existants. Ensuite, on a une équipe de consultants qui s'occupent de nos clients, tout simplement. Donc, leur apprendre la méthodologie de l'A/B testing, leur apprendre à utiliser l'outil, leur donner des idées, etc. On a une équipe, donc cette équipe est divisée en deux. Il y a des consultants techniques et des consultants métiers. Et puis, on a une équipe marketing, bien évidemment, qui s'occupe de marketer tout ça. Et puis, une équipe support avec administratif, etc. Voilà. Très bien. Ouais. Ouais. Non, mais j'entends, ça va. Ouais, alors on a à peu près 35% de notre effectif qui est donc dédié à la R&D. Donc dans la R&D, je mets les devs, le produit et les data scientists. On a une équipe très grosse aussi de consultants. Je pense que c'est pareil, à peu près 35% des équipes et le reste 30-35 et puis le reste commercial, marketing, support. Alors non, je dirais qu'en fait on a peut-être un peu plus de commerciaux parce que comme on est en plein développement, je pense qu'effectivement il y a peut-être plus 30-40% de commerciaux. Comme on est en plein développement, dans mes pays aujourd'hui, j'ai beaucoup du coup de commerciaux. Donc en fait, comment on se découpe un pays, j'ai à peu près 4 personnes par pays, avec un country manager qui fait aussi du commercial, qui est là pour faire augmenter le chiffre d'affaires, un sales, donc un vendeur, évidemment un consultant, puisque notre ADN, c'est d'offrir un produit, mais d'offrir aussi du consulting avec. Donc de toute façon, à la base, dès qu'on a un client, on a un consultant. Et j'aime bien aussi avoir quelqu'un au marketing, parce qu'il faut beaucoup adapter le marketing à chaque pays. Aux US, c'est encore autre chose, mais en Europe, on n'a pas de chance. On a plein de cultures, plein de choses différentes. Le marketing que vous allez faire au UK n'est pas le même que vous allez faire en Allemagne, n'est pas le même que vous allez faire dans les pays du Sud. Donc, j'ai aussi quelqu'un au marketing. Non, alors c'est 100%. Alors c'est vraiment 100% locaux. C'est vraiment hyper important. Par contre, ce qu'on a, c'est que dans chaque pays, alors c'est pas vrai pour tous, mais on a un Français. On aime bien envoyer. En fait, on fait beaucoup de VIE. Donc, on fait des VIE avec des gens qui, par exemple, on a eu quelqu'un pendant 2 ans en alternance à Paris, qui est parti en VIE à Londres, parce qu'en fait, c'est super important pour nous d'amener la culture dans l'entreprise et donc d'avoir quelqu'un qui a passé du temps dans l'entreprise avant. Et aussi, ce qu'on fait pour cette culture d'entreprise, c'est qu'on fait venir, il y a un onboarding de 15 jours, même les gens à Sydney, tout le monde le fait. Il y a un onboarding de 15 jours qui est à Paris.
Donc ils s'immergent vraiment dans les locaux pendant 15 jours. Alors au début, je faisais 1 ou 2 mois, mais bon, je me suis aperçue qu'avec les contraintes familiales des gens, c'était pas forcément top. Donc maintenant, c'est 15 jours. Et puis on fait aussi beaucoup de séminaires, on les fait beaucoup venir, on essaie de les faire venir une fois tous les 2 mois. Et puis nous, on y va aussi beaucoup. En fait, on se déplace beaucoup. Et puis après, on a évidemment plein d'outils collaboratifs qu'on a mis en place pour garder cette communication interne. On a bon, évidemment Slack comme tout le monde, mais on a aussi par exemple mis en place un système de vidéos où en fait tous les pays sont en visio toute la journée, donc on se voit tout le temps et on peut tout le temps échanger. Parce qu'en fait, ma seule crainte, c'est que la culture d'entreprise se perde. Enfin voilà, c'est vraiment pas du tout la même chose d'être au siège que d'être à 4-5 dans les pays. Ils sont peut-être un peu plus en mode start-up finalement dans les pays. Ouais. Ouais. Alors, on a fait un séminaire l'année dernière justement pour définir les valeurs. Donc, on les a fait faire voter choisir en fait par les collaborateurs. Donc notre première valeur, c'est la satisfaction client. En gros, on se plie et on fait en sorte que le client soit heureux. La deuxième, c'est la réactivité, l'agilité. Si aujourd'hui on a autant de succès, on est leader sur les marchés français, on commence à être assez gros. Et même sur le marché européen, on commence à être assez gros. Donc c'est vraiment toujours être réactif, être agile, être innovant dans notre manière de travailler. La troisième, c'est l'esprit d'équipe. On a une très très forte cohésion. On fait beaucoup de team building, beaucoup de choses justement pour renforcer la cohésion. Puis la cohésion se fait aussi très naturellement. Les gens sont très jeunes, donc la cohésion se fait très naturellement. Et puis l'enthousiasme, c'est la quatrième valeur. Les gens sont vraiment... Comment ? Ouais. Et la cinquième, c'est la bienveillance aussi. On fait aussi beaucoup en sorte de se remercier, de se féliciter, etc. pour le travail accompli. Et nous, avec mon associé, on a un peu un mantra, c'est collaborateur heureux, client heureux. Et si tout le monde est content, on est content. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager, par exemple des business cases qui seraient peut-être un petit peu rigolos que tu as eu ces derniers temps ou Alors, ouais, bien sûr. Alors, donc, pour parler du produit, juste hyper rapidement, donc, je vous ai décrit ce que c'était que le testing. Donc, on fait effectivement de l'A/B testing, donc améliorer ses parcours clients en continu en testant. On fait également de la personnalisation, c'est-à-dire qu'on va personnaliser le site selon la navigation des internautes. Donc on va le personnaliser selon est-ce qu'il est venu une fois, 2 fois, est-ce qu'il a déjà acheté, est-ce qu'il fait beau chez lui ou pas beau, est-ce qu'il est à Paris, est-ce qu'il est à Lyon, est-ce qu'il est sur tablette, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes briques, les deux briques principales d'A/B testing. Et puis on a également ce qu'on appelle une librairie d'engagement, où en fait, on propose à nos clients plein de petits éléments marketing qui vont permettre d'engager l'utilisateur. Donc typiquement, l'exemple que je donne tout le temps, c'est un internaute s'apprête à sortir du site, on va proposer par exemple une petite pop-up de réduction, voilà, qu'ils peuvent mettre en place encore une fois de manière très simple sans avoir besoin de faire appel à leurs équipes techniques. Alors anecdote, alors moi il y a un truc, il y a 2 choses dont j'aime bien parler. Je dis toujours que le testing, c'est fait pour 2 choses. 1, l'amélioration continue, donc améliorer en continu son site. Donc là, j'ai plein d'exemples très, très sympas là-dessus. Et 2, trancher les débats. Nous, on travaille avec beaucoup de grands groupes, mais finalement, même chez les grands groupes, chez les pure players qui sont plus agiles, etc., les gens ont des débats. Est-ce qu'il faut que ce soit de telle couleur ou telle couleur? Est-ce qu'il faut qu'on écrive ça ou ça? Est-ce qu'il faut qu'on mette cette image ou cette image, etc. Et donc j'appelle ça, l'OPGS. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'OPGS? L'opinion du plus gros salaire. Donc l'opinion du plus gros salaire, alors j'ai un exemple génial. On a un client qui a un site de lingerie qui nous dit, ouais, on a la direction qui nous a dit qu'il fallait absolument mettre les mannequins avec leur tête. On est sûr que si on voit les têtes des mannequins, ça va beaucoup mieux marcher que si on enlève, parce que là aujourd'hui, on voit juste le corps et on voit pas la tête. Donc on leur a dit, bah, écoutez, très bien, mais ça va vous coûter quand même super cher. Donc au lieu de faire un shooting photo sur une catégorie, testez puis regardez si ça marche mieux avec les têtes ou sans les têtes. On a fait un shooting, donc on a fait shooting photo, on fait le test sur 2 mois. Donc là, à votre avis, est-ce que ça va mieux marcher avec ou sans les têtes? Sans les têtes? Qui dit sans? Et qui dit avec?
Bon, moite-moite. Alors, ce que j'adore de ce test, c'est que c'est un test qui n'a donné absolument aucun résultat. Il n'y a pas eu plus de ventes avec ou sans les têtes. Donc, moi, ce que j'adore dire aussi, c'est que il y a quand même un learning, on apprend quand même quelque chose, c'est que ça sert absolument à rien de faire un shooting photo, de mettre les têtes, parce que de toute façon, ça ne fait pas plus vendre. Voilà. Donc voilà, c'est aussi pour expliquer, chez nos clients, ce qui est assez amusant, c'est que on leur met vraiment en place cette méthode, on les aide vraiment à mettre en place cette méthodologie de test and learn. Je teste, j'apprends. Et dans les grands groupes, il y a très peu cette culture je teste, j'apprends. Nous, on l'a beaucoup plus parce qu'on est plus là-dedans, on est plus jeune, etc. Mais c'est vrai que je teste, ils ont plus tendance à dire on va faire la perfection et puis ensuite on voit ce que ça donne. Là, je teste, j'apprends, je teste, j'apprends. On a énormément de clients qui font des refontes, qui avant faisaient des refontes qui prenaient 1 an, et puis un jour, ils mettaient la nouvelle homepage qui leur avait pris 1 an à mettre en place en ligne, et puis on la teste, et puis malheureusement c'était l'ancienne qui marchait le mieux. Ça arrivait tout le temps. Aujourd'hui, on est dans cette démarche, on leur dit testez d'abord des éléments, regardez, etc., avant de mettre en ligne une nouvelle homepage. Puisque on a plein d'exemples où la nouvelle homepage est complètement perdante par rapport à la nouvelle. Donc ça, c'est un exemple justement de trancher les débats. Et puis ensuite, sur le site, vous allez voir, il y a plein de cas d'école. Moi, j'aime bien donner, alors je donne toujours le même, il faudrait que je change un peu, mais je donne toujours un cas sur Pierre et Vacances, parce que je l'aime bien, parce qu'il est très simple, où on a changé le bouton d'un voyage, de réserver, en voir la disponibilité. Tu le connais? Mais voilà, on va y ta targue. Je donne toujours, faut que j'en... Non, mais j'en ai d'autres. Alors, j'en ai un autre qui est top. On a fait la dernière fois un test sur Le Parisien où, vous savez, les médias, ils souffrent beaucoup des adblocks. Et donc, on a proposé sur Le Parisien une pop-up avec marqué les médias vivent de la publicité, désactiver adblock. Et on est passé de 19% de visiteurs adbloqués à 16%. Donc, pour un média, c'est vraiment super important et c'est vraiment vecteur de business, quoi. On a aussi modifié le graphisme des boutons de partage. Donc c'était pas très visible, c'était en dessous de l'article, c'était pas très visible. On a mis des gros blocs, un peu plus visibles, un peu plus jolis, plus 169% de partage. Donc voilà, c'est des trucs très bêtes. C'est juste pour montrer que c'est des trucs très très bêtes, très très basiques, qui augmentent vraiment la conversion de manière super importante. Je crois qu'il y a une question. Ouais. Alors, ça dépend de 2 choses. Ça dépend premièrement du trafic. Un client comme Cdiscount, on fait souvent des tests sur des périodes très très courtes parce qu'ils ont un trafic tellement énorme qu'on a des résultats très vite. Mais ça dépend aussi d'un deuxième facteur qui va être le cycle business. Donc encore une fois, Cdiscount, c'est de l'achat impulsif. Donc c'est sûr que le test va aller vite, donc ça peut durer 1 ou 2 jours. Par contre, un photobox où quand le client arrive, il ne va pas du tout faire son album photo tout de suite, il va plutôt le faire au bout de 2-3 semaines, on va plutôt faire des tests qui vont durer plus longtemps. Mais je dirais que la moyenne des tests chez nos clients, c'est à peu près 2 semaines. Ouais. Alors ça dépend, si vous êtes sur un tout petit site, vous allez vraiment mettre du temps à avoir des résultats. Donc on ne va pas vous conseiller, parce que vous pouvez faire des tests AB, mais des tests ABCD, enfin vous pouvez comparer plusieurs variations, vous pouvez faire du multivarié, vous pouvez faire plein de choses, mais ça vous le faites si vous avez beaucoup de trafic. Quand vous avez très peu de trafic, il faut vraiment faire une version A, une version B, et des choses extrêmement simples, parce que sinon vous n'allez pas avoir des résultats tout de suite. Et du coup, il n'y a pas un risque, par exemple, c'est les vacances scolaires en ce moment, du coup il y a peut-être un trafic moins important, est-ce que du coup il y a peut-être des périodes à éviter, faire des tests, ce genre de choses, ou est-ce qu'on fait un trafic du coup, un test plus long? Ouais, c'est juste que ça va être un peu plus long. Mais non, il n'y a pas vraiment de saisonnalité. Après, nous, c'est juste que nos clients partent en vacances, donc ils mettent leur test en pause. Ils n'ont pas envie de regarder leur test pendant les vacances. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de saisonnalité. Je sais qu'à la période de Noël, souvent, on en fait peut-être un petit peu moins parce que alors c'est particulièrement les e-marchands sont un peu plus frileux à en faire, mais ce qui est normal. Parce que c'est quand même une période hyper cruciale pour eux. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de saisonnalité. Et je me demandais aussi par rapport aux clients, jusqu'où tu les accompagnes justement, parce que c'est un outil quand même, donc Ouais. AB Testy. Et justement, est-ce qu'il y a un accompagnement, apparemment, je pense pour des grosses sociétés comme Cdiscount ou quoi? Alors effectivement, ça va dépendre de la taille de la société, mais quoi qu'il arrive, nous, on leur propose toujours au début ce qu'on appelle le jump start. On les forme sur l'outil, mais on leur forme aussi sur la méthode. Comme je vous disais, c'est vraiment un état d'esprit, le test and learn. C'est vraiment une méthodologie. Donc, c'est vraiment ayez le réflexe de toujours tester vos idées
Et il y a le réflexe de diffuser ça en interne aussi, parce que même dans une boîte de 50, 100 personnes, tout le monde ne sait pas qu'on a un outil de test et les gens ne vont pas forcément penser à proposer des tests. Donc c'est vraiment changer les aider vraiment à acquérir cette méthodologie. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place avec eux une roadmap. C'est vraiment super important. À la fois, alors la roadmap, elle est à la fois issue de leurs idées, donc ils ont souvent énormément évidemment d'idées, et puis de notre regard extérieur évidemment, et puis de toute notre expertise. Et donc on en sort une roadmap, et puis ensuite on se base sur cette roadmap de test et de personnalisation pour mettre en place les campagnes. D'accord. Vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Alors, très intéressant comme question. Alors nous, notre CTO, CMO, etc., en fait, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, quand on a démarré avec Rémi, on a trouvé notre CTO, mais en fait, ce qui n'était pas notre, enfin, on a trouvé un développeur qui était quelqu'un qui venait de Pologne, qui parlait pas forcément très bien français, qui n'arrivait pas à trouver de travail en France, qui était un ami d'amis. Donc on s'est dit, bah nous, on va lui donner sa chance, etc. On a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'il s'est avéré que c'était un génie et qu'aujourd'hui, c'est notre CTO et qui gère 30 personnes. Voilà. Par contre, il est très jeune. Également, mon directeur commercial, c'est exactement la même chose. Ça a été mon premier recrutement. Mon directeur consulting, ça a été aussi mon premier recrutement. En fait, on a tendance à tout simplement faire monter les gens, alors parce qu'ils sont arrivés en premier, mais aussi parce qu'ils ont les capacités de devenir des managers. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les fait... donc ils sont tous très jeunes. Hein. Mon directeur commercial est devenu directeur commercial à 26 ans. Aujourd'hui, il est VP Sales, il a 28 ans. Mon Head of Consulting, pareil, il vient d'avoir 30 ans. Enfin, tout le monde est extrêmement jeune. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a responsabilisés très vite et puis on les a coachés. Et on les a fait coacher pour justement leur apprendre à manager des équipes assez rapidement et puis à manager aussi cette hyper-croissance parce qu'ils se sont retrouvés avec des équipes de 3, 4, 5, 10, 15 personnes hyper rapidement. Donc, je dirais que la politique d'acquisition, au début, ça a été un peu, on a pris les gens qu'on a trouvés et en fait, on les a formés puis on les a fait monter en compétences sur le management. Et c'était un petit peu du... Alors comment est-ce qu'on les a recrutés ? C'était des annonces. On a fait très peu de cabinets de chasseurs de tête. Il y a eu aussi il y a aussi beaucoup de relationnels, amis d'amis, etc. Et alors aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est notre premier canal de recrutement, c'est la cooptation. C'est les gens sont bien, enfin nous disent qu'ils sont bien dans la société et du coup ils ramènent du monde. Je pense que potentiellement, la personne qui gère cette boîte va commencer à nous faire la gueule. On a recruté 5 personnes de cette entreprise. Voilà, ils sont arrivés là, sur les 8 derniers mois. Voilà, donc aujourd'hui, on recrute beaucoup par la cooptation, mais après, on a les mêmes problématiques que tout le monde. On a beaucoup de mal à recruter des développeurs. Oui. Alors, le risque, c'est-à-dire ? Alors en fait, l'outil il est en deux parties. Donc il y a la partie dont je vous ai parlé, éditeur, qui permet de mettre en place son test. Ensuite, on lance. Et ensuite, on a une partie reporting. Et en fait, dans le reporting, vous avez votre nombre de visiteurs, votre nombre votre objectif. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être un clic sur un bouton, une vidéo vue ou un objectif d'achat. Donc l'objectif achat. Et ensuite, on va donc compter le nombre de conversions par variation. Et si jamais on voit qu'il y a une variation qui est perdante, le client va tout de suite le voir et on va pouvoir arrêter justement la variation perdante pour pas qu'il perde de business. Et on va même plus loin. Aujourd'hui, on automatise tout ça. On a un module d'auto-allocation qui fait que la variation perdante, on l'élimine automatiquement, que le client n'a rien à faire et qu'on dirige tout vers la variation gagnante. D'accord. Alors, processus d'accueil, et quoi d'autre vous avez dit ? Par rapport à la croissance rapide. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, déjà,
bon, chaque manager est responsable de son équipe et on a mis en place un processus d'onboarding où pendant 15 jours, donc les gens ont une formation bon, à l'outil bien évidemment, mais également à l'historique de l'entreprise, les valeurs, etc. Enfin, l'historique, j'aime bien parler d'historique, grand historique. Voilà, les valeurs, etc. Et puis après, on fait ce que je vous disais, c'est qu'on fait beaucoup aussi de team building. Alors il y a par exemple apéro du jeudi pour vous, nous c'est apéro tous les premiers jeudis du mois. On fait aussi beaucoup d'événements pour se retrouver, se connaître, etc. Et puis faire adhérer du coup les gens à l'entreprise. En fait, il n'y avait pas vraiment de politique à l'époque. C'était plus... alors, je crois qu'on paye, on a toujours, pour le coup, on a toujours payé au prix du marché. Voilà, on n'a pas payé en dessous, etc. Alors, nous, on avait aussi... ce que je vous expliquais par rapport au business model, c'est que nous, on avait l'agence, entre guillemets, ce qui fait qu'on avait des missions de conseil qui finançaient... voilà. Donc du coup, j'avais quand même de quoi payer quelques personnes au tout début. Mon associé et moi, on était au chômage, donc on n'avait pas besoin de se payer pendant 2 ans. Alors on avait aussi des locaux qu'on avait récupérés, on était en coloc avec une assoce, on payait ça 300 balles par mois, donc ça ne nous coûtait rien. Voilà, on avait, et puis on avait aussi, on avait créé aussi un outil, un comparateur de prix qui nous rapportait un petit peu d'argent aussi à côté. Donc ce qui faisait qu'on... Voilà, je dis toujours, mes business angels, c'était mon local, Pôle emploi et puis mon comparateur de prix qui nous ont un peu permis de faire un peu du système D pendant 2 ans. Et en fait, on a recruté nos premiers salariés alors que nous, on était encore avec... Alors par contre, nous, on avait des micro-salaires. On était beaucoup moins bien payés que nos salariés au début. Et puis, je pense qu'on n'a pas du tout donné des parts. Alors, notre CTO aussi, mais les parts, ça a été plus tard. Je pense que c'était vraiment plus une aventure humaine, quoi. L'envie vraiment de... on a eu des profils de gens assez curieux qui ont vu que le truc prenait, qui avaient envie de faire partie de l'aventure, et puis on s'entendait bien avec eux. On faisait plein de trucs le soir. Enfin, on était un peu une bande de copains au début, quoi. Ouais. Romain, tu avais une question ? Assez rapidement. Ouais. Autour de 5000 visiteurs par mois à peu près par variation. Pardon, par mois, n'importe quoi. 5000 visiteurs par variation. Donc il faut quand même avoir un peu de trafic, quoi. Alors, c'est pas pour un site qui débute, par contre, vous pouvez faire de la personnalisation, parce que là, vous n'avez pas besoin de forcément, vous n'avez pas forcément besoin de comparer. Mais par contre, le test, ça marche. Enfin, il faut vraiment faire de l'acquisition avant de faire du test and learn, quoi. Ouais. Alors, petite question, en termes entreprendre en tant que femme, est-ce que ça a été un avantage ou au contraire c'était peut-être plus difficile? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je réponds toujours à ça que je ne sais pas parce que je suis une femme, donc je me suis jamais vraiment posé la question. Non, les 2 trucs que je peux dire, c'est que être femme dans la tech, c'est plutôt un atout parce que comme il n'y en a pas beaucoup, on vous sollicite, donc ça c'est cool parce que ça fait de la visibilité pour la boîte, donc c'est parfait. Et le deuxième truc, moi j'ai un petit garçon, j'ai été enceinte pendant la levée de fonds.
J'ai signé ma LOI à 8 mois et demi de grossesse, enfin mon closing à 8 mois et demi de grossesse. Bon, c'était un peu dur, mais en même temps, j'avais un associé qui gérait, donc j'ai pu pas quand même partir en congé mat, etc. Donc quand on est une femme, si on a un associé homme ou si on a une associée femme qui est pas enceinte en même temps, c'est bon quoi. Mais il faut avoir quelqu'un d'autre pour gérer. Ça aurait été quasiment impossible de gérer ça toute seule quoi. D'accord. En termes de, j'ai cru comprendre que la startup s'orientait vers plus de personnalisation de contenu, de messages, et peut-être, tu en as déjà parlé, mais c'est vrai que il y a apparemment un développement qui est fait sur le one-to-one, enfin ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah en fait, c'est juste que, disons que c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a commencé par l'A/B testing, et en fait, c'est nos clients qui nous ont amenés vers la personnalisation parce qu'ils nous ont dit, ah bah tiens, on s'aperçoit que ça marche mieux sur tel ou tel segment, bah du coup, on va plugger nos clients sur tel ou tel segment. Donc, c'est vraiment nos clients qui nous ont amenés à la personnalisation. Et c'est vrai que bah, quand on pousse, alors le one-to-one, on n'y est pas du tout encore, hein, c'est vraiment une vision long terme. C'est-à-dire que quand on pousse la réflexion, on se dit, bah aujourd'hui, on fait de la personnalisation un peu à des groupes d'utilisateurs, et évidemment on se dirige avec tout l'avènement de la data, des DMP, etc., vers plus de la communication one-to-one, un peu à la Amazon. Mais bon, ça on n'y est pas encore. C'est vraiment la vision long terme et ce sur quoi on travaille et ce sur quoi du coup notre équipe de data scientists travaille aujourd'hui. D'ailleurs, à ce sujet, parce que apparemment, j'ai cru comprendre que tu avais un profil plutôt marketing. Ouais. À ce sujet, justement, est-ce qu'il y a eu quelques difficultés ou est-ce que tu en rencontres encore parfois à diriger une équipe, enfin quand même une société qui est quand même très technique? Alors non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mon associé est quelqu'un de technique. Donc oui, si j'étais toute seule, franchement, je pense que j'y arriverais pas. Donc encore une fois, hein, l'association, alors à mon sens, c'est quelque chose de vraiment absolument primordial. Je suis complètement admirative et je ne comprends pas les gens qui montent leur boîte tout seuls, mais ça existe, donc ça doit marcher. Mais franchement, c'est un truc qui me dépasse. Je pense que c'est des gens qui sont complètement surhumains, les gens qui montent leur boîte tout seuls. L'association pour moi est hyper importante, alors à 2, à 3. Moi, je trouve que 2, c'est un nombre top. Alors, c'est un nombre moins top au début parce qu'il y a moins de mains pour travailler. Par contre, quand on est plus gros, c'est un nombre super, 2, parce que pour prendre les décisions, on n'est qu'à 2. On n'est pas à 3 ou à 4. Donc ça, c'est chouette. Et puis surtout, ce qui est extrêmement important, c'est la complémentarité. Donc par rapport à ta question, moi je suis vraiment sur la partie complètement marketing commercial. Je me concentre là-dessus et mon associé se concentre complètement sur la partie technique et opérationnelle. Donc on est vraiment hyper complémentaires là-dessus. Puis en plus, on est complémentaires sur plein d'autres trucs. Ce qu'il aime bien faire, j'aime pas le faire. Ce qu'il aime pas faire, j'aime bien le faire. Donc voilà, donc c'est vraiment hyper important de trouver quelqu'un avec qui vous êtes parfaitement complémentaires. Et donc si vous avez des profils plus, alors ici vous apprenez à coder, donc plus technique, et que vous montez votre boîte, associez-vous absolument avec quelqu'un de commercial. Enfin bon, c'est la base, mais on n'y pense pas toujours. Parfois, la dernière fois, je coachais une équipe où il n'y avait pas forcément un commercial dans l'équipe, et c'est quelque chose que je ne comprends pas, parce que pour moi, il faut vraiment, si on veut faire de l'argent, il faut vendre. Alors bon, là je parle pour du B2B, hein, parce que moi je suis dans le B2B et que donc du coup il faut que je vende. Après, quand c'est du B2B, évidemment c'est du marketing qu'il faut. Mais en tout cas, si vous êtes sur du B2B, il faut quelqu'un de commercial, et puis si vous êtes sur du B2C, il faut quelqu'un de marketing. Ouais. Alors, ce qui est très marrant, c'est que au tout début, j'en souffrais quand en fait j'allais faire donc au début, hein, les 2 premières années, j'ai vendu à BTC toute seule. Mon premier commercial, donc mon directeur commercial Julien, il est arrivé en 2013, donc ça faisait déjà 2 ans hein, que l'outil, fin 2013, donc ça faisait déjà 2 ans que l'outil existait. Donc au début, moi, je me suis retrouvée vraiment dans des réunions très difficiles avec 8 personnes autour de moi, dans des interlocuteurs techniques, etc. Et là, clairement, je n'avais pas la réponse. Donc je demandais à Rémi de venir avec moi, mais parfois, il ne pouvait pas venir avec moi. Donc au début, je complexais. Et après, soit il y avait pas mal de questions où je commençais à avoir la réponse parce que je m'étais formée, soit je leur disais, écoutez, ça, j'ai pas la réponse, je reviens vers vous. Et ça passait très bien. Je suis pas technique, c'est pas moi. Voilà.
Donc, alors aujourd'hui, on a le luxe d'être une société quand même plus grosse. Donc mes commerciaux ont maintenant quelqu'un qui est avant-vente technique, qui vient avec eux pour répondre aux questions techniques. Mais ça fait que quelques mois que c'est le cas. Avant, il fallait quand même qu'ils se forment. Moi, je pense que le commercial doit évidemment comprendre le produit, avoir ce que j'appelle un vernis technique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne qu'il ait une base très superficielle, entre guillemets, technique pour comprendre de quoi on lui parle. Mais après, voilà, c'est pas son métier. Son métier, c'est de vendre, c'est pas de comprendre en profondeur l'outil. Alors, ça, j'adore en parler. Ça, c'est mon dada, ça. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est... alors, on a tout fait. Et en fait, ce que je trouve assez dingue, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, ça s'est vachement professionnalisé. En fait, nous, on a monté notre boîte SaaS finalement en 2011. Et finalement, le SaaS était quand même beaucoup moins à la mode. Enfin, à la mode, c'était beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui. Et les techniques commerciales aussi, bien sûr qu'il y en avait, mais je trouve vraiment aujourd'hui, je suis scotchée par tous les outils commerciaux qu'on a dans tous les sens. Aujourd'hui, on utilise un nombre d'outils hallucinant. Ils s'en créent tous les jours qui nous facilitent la vie. Et je trouve que le métier de commercial est en train de complètement changer. Tellement il y a d'outils, tellement il y a d'algo, tellement il y a de... Enfin, j'ai l'impression que dans quelques années, il y aura quasiment... le lead arrivera, il sera déjà qualifié, il sera déjà tout parfait. Et puis le commercial n'aura plus qu'à faire un boulot de closing. Et enfin voilà, j'ai l'impression que le travail s'oriente de plus en plus sur le marketing et de moins en moins sur le commercial. C'est assez amusant. Alors nous, on a tout fait. Alors mon associé est il aime bien tout industrialiser. Donc je commençais à me galérer à écrire aux gens un à un sur Viadeo encore à l'époque. Il m'a créé une moulinette qui envoyait automatiquement des messages à tout le monde. Donc c'est comme ça que j'ai chopé mes plus gros clients. Par Viadeo, désolé parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si ça serait aussi efficace. On a fait du mass mailing, on a fait du cold calling, enfin on a absolument tout fait. Moi, ce que j'ai fait, et je pense qu'il a bien marché, c'est que j'ai très très vite investi, alors qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de sous, dans le marketing et les salons one-to-one. On a fait très tôt, alors nous dans notre secteur, un salon qui est à Monaco, qui s'adresse, moi ma cible, mes clients, c'est les e-commerçants, les directeurs web marketing, etc. J'ai investi très tôt dans un salon à Monaco qui me coûtait hyper cher. Enfin, c'était carrément... bref, on a dû faire énormément d'efforts à côté pour pouvoir payer ce salon. Par contre, derrière, ça nous a vraiment rapporté énormément. C'était des rendez-vous one-to-one organisés. Donc, on avait 40 rendez-vous organisés sur 3 jours avec exactement notre cible, nos prospects, etc. Et ça m'a rapporté énormément de clients. J'ai aussi très vite investi dans des événements où j'avais mes clients B2B qui coûtaient assez cher, mais qui du coup nous ont rapporté vraiment de la légitimité. C'était un mélange entre je vais voir mes prospects et puis je fais aussi du branding et qui nous a permis très vite d'acquérir des nouveaux clients. Donc moi je dis il faut un peu tout essayer, faut test and learn quoi. Nous c'est vraiment ce qu'on a fait quoi. On a vraiment tout fait. Alors aujourd'hui c'est hyper organisé. On a une équipe de lead generator, donc de SDR qui s'occupe de prendre les rendez-vous pour les commerciaux, les Custom Success Managers qui s'occupent de nos clients une fois que les clients sont chez nous. Voilà, on a tout est organisé. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était avant, mais en tout cas, je pense que, alors selon vos targets, selon évidemment votre cible, est-ce que c'est du grand compte, du moyen compte, du petit compte, etc. Il y a des techniques différentes. Moi, j'ai commencé en croyant que ma target allait être les petits comptes, donc j'ai commencé à faire du marketing plutôt petits comptes. Et en fait, c'est les grands. Ce qui nous a fait pas mal démarrer, ça a été un billet de blog d'un blogueur un peu influent qui a écrit un billet sur nous. C'est comme ça que j'ai récupéré pas mal de leads. Et en fait, je me suis aperçue que c'était des grands comptes. Et puis je me suis dit,
en fait, un grand compte, ça peut me rapporter autant que 500 comptes, 500 petits comptes. Donc en fait, je vais peut-être plutôt faire du grand compte. Et en fait, c'est comme ça que qu'on s'est vraiment beaucoup plus focusé sur le grand compte. Et donc du coup, qu'on a eu une stratégie marketing grand compte. Mais c'est pas du tout la même stratégie qu'une stratégie marketing de masse. Ça n'a rien à voir. Vous avez une connaissance dingue maintenant sur tout ce qui est ergonomie des sites, etc. Donc un truc vraiment intéressant que vous vendez via les prestations de conseil. Mais est-ce que vous avez un blog ou quelque chose comme ça? Vous donnez un petit peu les grandes tendances, les bonnes pratiques un peu pour l'ergonomie, ou alors quelque chose à nous conseiller, nous qui demain allons faire des sites pour pouvoir faire des sites pas mal? Oui, alors on a un blog avec des quêtes d'école, etc. Enfin, vous pouvez voir, il y a des conseils, etc. Après, on n'est pas une agence ergo. Il y a aussi, il y a plein d'agences qui font ça très bien. Alors, moi, le conseil que je donne, en fait, c'est assez marrant parce qu'on nous demande souvent ça et on dit souvent, le truc c'est que bien sûr qu'il y a des espèces de vérités, oui, il faut mettre le logo à gauche et qu'il y a des espèces de grandes règles d'ergonomie, mais bon, qui sont pas très difficiles à trouver sur le web. Par contre, nous, on a des tests qui marchent chez des clients et qui marchent pas chez d'autres. Enfin, il y a des choses qui marchent l'un, pas chez l'autre. Donc, en fait, tout, vous n'avez pas vraiment de vérité. L'ergo pour les nuls, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme bon blog Comment? C'est ça, c'est un bon blog. Ouais. Je réfléchis, je vous dis après. Je réfléchis. Mais en tout cas, il faut tester, quoi. Justement, j'ai une dernière question. Nous, demain, on va tous avoir des sites. Et j'imagine que vous faites ça. On va avoir besoin de tester, ça c'est sûr. Et vous avez certainement des offres sympas pour des gens sympas. Oui, bien sûr. Surtout s'ils lancent leur boîte. On avait fait une offre, vous me disiez qu'avant vous étiez à The Family. On avait fait une offre à The Family. Mais de toute façon, vous allez regarder sur le site d'ABTSI, ça commence à 30 balles par mois. Donc franchement, c'est accessible quand même. Mais à chacun ça, quoi. Ok. Non, mais il y a moyen, on verra. Bon, vous nous dites, écoutez, en tout cas, non, mais on fait souvent des offres pour des incubateurs, etc. Donc, on peut tout à fait en faire pour le wagon, bien sûr. Alors, moi, j'avais une question un petit peu technique, en fait. Maintenant, on voit sur beaucoup de sites, leur page HTML fait appel à 50 fichiers JavaScript. Et normalement, JavaScript... Alors, je vous rappelle que je ne suis pas technique, que j'ai un vernis, mais que je ne peux pas répondre à tout. Hein. Bon, je ne sais pas alors si vous pourrez me répondre, mais comment votre éditeur peut adapter une page qui peut être vraiment très très lourde en JavaScript, en HTML, en CSS, et est-ce que tout est adaptable par votre éditeur ? Alors, nous, donc l'éditeur, nous c'est une surcouche JavaScript, ABTSI, donc c'est vraiment de l'appel de navigateur à navigateur. Donc vous allez pouvoir modifier le CSS, le JavaScript, etc. Et nous, on va uniquement héberger les modifications. On ne va pas héberger la page, on va héberger les modifications. Donc si c'est une modification qui se met par-dessus, on peut la faire. Après, si vous faites 50 modifications sur votre page, il y a un moment où effectivement ça va être un peu lourd et il faut mieux la faire de votre côté en dur que de la faire par nous en surcouche JavaScript. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'est très intéressant, merci d'être venu. En fait, j'ai une question, c'est est-ce que c'est la persistance des tests? Parce que par exemple, on teste quelque chose pendant 2 semaines, ça donne entre A et B, ça donne un résultat A. On refait le test un mois plus tard pendant 2 semaines, entre A et B, mais de l'ancien B. Est-ce que finalement, je veux dire, combien de temps dure un test et combien de temps est-ce que finalement, ils n'ont pas besoin de refaire des tests tout le temps? Ouais, c'est ma question. Alors, vous voulez dire combien de temps finalement dure la vérité, quoi? Non, mais ouais, je sais pas très bien quoi répondre à ça parce que non, enfin, si on refait un test un mois après, normalement, on a le même résultat. Après, oui, les usages évoluent, donc c'est pour ça que ça marche aussi bien notre métier. C'est qu'en fait, les gens ils se rendent compte qu'il faut justement tout le temps tester. Après, normalement, ça dure quand même. Enfin voilà, on va pas faire le test le mois d'après, ça va donner un résultat contraire, c'est impossible. Mais par contre,
Par contre, c'est clair que les usages, ça va très vite, hein, les usages changent. Donc vous pouvez avoir quelque chose que vous avez fait, puis un an après, ça va pas forcément être le même résultat, quoi. Et du coup, les boîtes, est-ce qu'elles reprend combien de temps, tous les combien de temps une boîte va essayer de changer encore et encore? Alors nous, ce qu'on fait en fait, c'est que déjà ils font un certain nombre de tests par mois, donc selon s'ils ont quelqu'un en interne ou pas pour faire. Enfin voilà, tout le monde a vraiment des manières de travailler assez différentes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne une roadmap. On leur dit voilà, vous avez envie de faire ce test-là, mais on vous garantit que ça va être super long, super lourd à mettre en place techniquement et que vous n'aurez pas forcément de résultats, alors que celui d'en dessous, celui-là, c'est un quick win. Celui-là, il va être facile à mettre en place et vous allez voir que ça va vous rapporter de l'argent. Et nous, notre équipe, justement, est là pour analyser en continu. Donc, en fait, on va avoir un résultat de test qui va donner quelque chose et puis on va se dire « Ah, tiens, c'est intéressant, ce résultat. » Je dis n'importe quoi. Imaginons qu'on fait un test sur une page produit, sur un wording, par exemple, de bouton. Et puis, on s'aperçoit que, en fait, en analysant le résultat, les gens n'achètent pas plus. Non, les gens n'achètent pas plus, mais par contre, en fait, sur une page du tunnel, il y a beaucoup plus de conversion entre la page A et la page B. Ça veut dire qu'en fait, il faut plus analyser la page B. Donc, en fait, on va en continu refaire un test par rapport au test d'avant. Vous voyez, on est vraiment tout le temps en train d'itérer justement sur ces tests. Donc, ce qui fait qu'en fait, nos clients, ils ont tout le temps 5 ou 6 tests en cours, ils ont tout le temps 10, 15, 20 personnalisations en cours parce que on est en train d'adapter le site, alors de le personnaliser et puis de le tester aussi, quoi. Merci. Alors, ça, c'est complètement hallucinant, mais ça, c'est une question géniale. C'est juste le cordonnier mal chaussé. On est trop nuls, quoi. On est trop nuls. Non, mais c'est vraiment, c'est amusant. C'est ce que je disais à mon équipe marketing la dernière fois. Je leur disais, c'est quand même, non, on en fait un petit peu, mais on en fait moins que nos clients. On en fait moins que nos clients. Mais parce que nous, on a un site, c'est un site. Nos clients, c'est des milliers de millions de visiteurs. Bon, sur ABTSI, on n'a pas des milliers, des millions de visiteurs, on n'a pas beaucoup de visiteurs. On en a, hein, mais on en a beaucoup moins qu'un rue du commerce, un Cdiscount, etc. Donc, on va avoir moins de résultats. Donc, voilà. Par contre, on fait plein de personnalisations. Mais des tests, on en fait moins. Bon, pas pour une question de trafic, bien évidemment. Et puis pour une question aussi qu'on n'en a pas fait assez parce que c'est quand même un site un peu corporate. Moi, je vends pas forcément beaucoup sur le site. Hein. Je vends beaucoup de grands comptes. Donc finalement, j'ai pas forcément besoin de beaucoup en faire. Par contre, je fais des personnalisations. Mais le jour où on s'adressera à un peu, où il y aura plus effectivement de petits comptes, etc. Là, on aura plus une politique, je pense, d'A/B testing. Un peu plus. Donc vous faites que du desktop ou vous faites aussi de l'application mobile, de A/B testing sur application, par exemple? Alors, on a sorti cette année justement A/B testing for App, qui est du coup notre nouvelle version, la même chose sur application. Donc la promesse, c'est exactement la même. On redonne la main aux équipes marketing. Donc vous pouvez modifier les éléments sur votre app de manière super simple. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de resoumettre au store pour envoyer les modifications. Ça, c'est vraiment la promesse qui a beaucoup de succès et du coup qui marche très bien auprès de nos clients. Voilà. Et puis la vision long terme, c'est vraiment de pouvoir réconcilier l'expérience utilisateur entre le web et le mobile. Enfin, et l'app. Puisque sur le web, web mobile, on le fait déjà. Merci. Pour compléter sur le site web, justement, c'est un petit détail, mais vous avez des vidéos, les 4 dernières vidéos qui présentent sous un format assez humoristique Dans les The Bonnet. activités. Voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'était juste un coup de tête, une idée en interne, et puis vous avez dit banco? Parce que vous en avez pensé quoi? Je peux répondre après. Non, mais parce que vous trouvez ça... Non, dites. Non, je trouve ça super sympa. Mais c'est tellement en décalage avec les grands comptes qu'on voit sur la colonne de gauche qu'on se dit pourquoi en fait. Voilà. Vous trouvez que c'est en décalage par rapport à l'image de marque? Voilà. D'accord. Mais c'est juste une c'est hyper intéressant. Subjective, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Non, c'est qu'en fait, on est une équipe, une start-up, on est assez jeune, etc. Et on a envie d'avoir une communication quand même, malgré le fait qu'on s'adresse à des grands comptes. De plus en plus, les grands comptes, moi je commence à faire pas mal de conférences, justement chez mes clients, qui nous demandent un peu de quelle manière on travaille, etc. Les grands comptes commencent, je ne sais pas si vous ressentez ça aussi, mais commencent à aussi beaucoup regarder comment travaillent les start-up. Et du coup,
plus on avance et plus les grands comptes sont pas du tout choqués d'avoir ce genre de communication en fait qui est un petit peu décalé. Et puis ça fait partie de notre ADN aussi. On est jeune, on est décalé, et c'est pas parce qu'on est jeune et décalé qu'on peut pas travailler avec des grands comptes. Aujourd'hui, tous les grands comptes travaillent avec des startups. Et d'ailleurs, on a pas mal de nos clients qui nous ont dit qu'ils avaient apprécié. Et il faut le dire. Non, mais vous m'en parlerez après, après, ça reste quand même très professionnel, ce qu'on dit, quoi. On fait des blagues, mais on reste quand même professionnel. Disons que c'est du fun, mais du professionnel, quoi. Le contenu est clairement, en effet, complètement raccord avec le côté professionnel. Mais le côté un petit peu amateur, revendiqué sur les vidéos, je trouve ça chouette, quoi. D'accord. De pouvoir l'assumer. Ouais. Après, peut-être qu'on l'assume aussi parce que, peut-être que comme on a beaucoup de clients, etc., peut-être qu'on l'assume aussi. Si on en avait moins, on essaierait peut-être d'être plus sérieux. Peut-être que comme on est plus gros maintenant, on se dit, on peut peut-être se permettre d'être plus décalé. Je sais pas. En tout cas, c'est clair qu'on essaie d'avoir une communication un petit peu décalée par rapport au monde du logiciel qui est toujours un peu sérieux. Moi, j'avais une question justement sur l'acquisition client, pardon, parce que c'est un sujet aussi qui me passionne. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup pour les startups dire que il vaut mieux se concentrer sur des petits comptes et sur des startups parce que une startup comprend bien une autre startup et dans la vie d'une boîte, d'une startup au début, les décisions doivent se prendre assez rapidement et si on entame une action le lundi, c'est pour qu'elle paye le vendredi, quoi. Et typiquement avec des grands comptes, c'est des cycles de décision qui sont très longs. Moi, j'ai ma boîte, ma start-up de reprise et de valorisation de matériel informatique obsolète, et j'ai quelques touches, quelques pistes avec des grands comptes, mais c'est un peu la croix et la bannière, quoi. C'est long et je me pose la question sur la pertinence de ces actions d'acquisition dans une phase très de boîte très jeune, quoi. Et quelle était ton expérience justement là-dessus? À quel moment vous avez commencé en fait à faire du grand compte? Est-ce que c'était au bout de 3 mois, 6 mois? Ouais, tout de suite en fait. Tout de suite. On a vraiment commencé en se disant on communique et puis on voit ce qui prend. On était effectivement plus parti sur du petit compte au début et puis en fait on a beaucoup de grands comptes qui nous ont contactés. Donc en fait on a appris à faire entre guillemets du grand compte. Donc ils nous ont demandé des POC, des proof of concept évidemment. Donc on a commencé par faire des proof of concept et puis nous on a aussi professionnalisé notre approche auprès des grands comptes. Et du coup en fait on a tout de suite moi, un de mes premiers clients, c'était Bouygues Télécom, et on a tout de suite contractualisé avec eux, mais parce qu'aussi Bouygues Télécom, à l'époque, on a signé avec la direction de l'innovation qui voulait travailler avec des startups. Et aujourd'hui, vous avez la chance, parce que c'était pas pareil en 2013, je trouve que là, en 2016, tous les grands groupes veulent travailler avec des startups. Enfin, c'est vraiment... Alors après... Il y a la volonté et après... Il y a la volonté et après, effectivement, la réalité il y a la ouais. pratique, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Alors, nous, effectivement, le grand compte est venu un petit peu naturellement et disons que quand vous arrivez, en fait, il faut essayer d'en travailler 2-3 et une fois que vous les avez, les autres, en fait, ils suivent, quoi. Ils voient que vous avez quelques belles références. C'est vraiment attraper les 2-3 premières références, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile, quoi. Oui. Ok, merci. Je sais pas, je réponds ou pas, ou dis-moi si tu veux d'autres. Non, En fait, le truc c'est qu'il faut que tu vois toi aussi. T'as déjà des clients ou pas? Ouais, j'ai quelques clients, ouais. Mais c'est des petites boîtes. Et ça te rapporte? Oui, ça me rapporte un petit peu, ouais. Mais ouais. Justement, il y avait un événement organisé par la BPI au POPB, à l'accord. Hôtel Arena il y a, je sais pas, un mois et demi, et on pouvait rencontrer des grands groupes. Ouais. Et moi, je me suis engouffré dans la brèche, j'en ai rencontré plusieurs. Mais là, depuis 2 mois... Mais est-ce que c'est les bons interlocuteurs? C'était des directions achats.
Et ça, c'est tes interlocuteurs, c'est bien identifié? Ouais, ouais, alors j'essaye de rebondir, mais oui. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ça prend du temps? Bah, le temps qu'ils comprennent, qu'ils soient convaincus, enfin qu'ils décident entre eux. Et tu as fait un rendez-vous commercial avec eux, tu leur as expliqué vraiment le bénéfice, etc. Ouais, tout à fait, mais voilà, je vois c'est un peu cette distorsion entre la réalité enfin le discours, ouais, l'innovation, on va bosser avec les startups et la réalité quoi. Donc après, évidemment, c'est pouvoir mettre le premier nom d'un grand compte dans ma presse, ça a une valeur incommensurable. Mais voilà, est-ce que je perds pas mon temps à faire ça alors que je pourrais dégager de multiples petits profits, quoi, versus un potentiel. De toute façon, oui, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le coût d'acquisition client, quoi. Ouais. Il faut que tu mesures ton temps et puis tu vois par rapport à ce que ça te rapporte. C'est vraiment un calcul assez simple par rapport à ton temps. C'était surtout pour avoir ton expérience et ton sentiment a été qu'en fait, sur les grands comptes avec lesquels tu avais commencé à discuter, tu n'as pas perdu ton temps? Ouais, alors non, j'ai pas du tout perdu mon temps. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'arriver sur un marché où il n'y avait personne. Ouais. Donc, en fait, il y avait un besoin et il n'y avait personne. Donc, du coup, ils avaient besoin de s'équiper. Et donc, du coup, je suis arrivée avec mon outil qui était quand même très disruptif. Là, ça l'est beaucoup moins maintenant, mais qui à l'époque est très, très disruptif. Moi, j'arrivais en fait dans les directions marketing. Je rentrais leur site dans l'éditeur et ils voyaient qu'ils pouvaient modifier sur un PowerPoint. Il y avait un vrai effet waouh. Ouais. Ah ouais, on peut faire ça. Attends, mais ça. Et ils parlaient pendant la réunion. Attends, mais ça veut dire qu'on peut ne pas passer par l'équipe technique. Attends, mais ça veut dire qu'on peut faire ça, qu'on peut faire ça. D'accord. Et parfois, mes cycles de vente. Alors, j'ai tout type de cycle de vente, mais j'ai déjà eu des cycles de vente de 3 jours. Où j'ai vendu des contrats assez gros en une semaine. Mais parce que voilà, je suis arrivée avec un produit très innovant, où il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrence, et qui répondait à un besoin. Ce qui fait qu'on a réussi effectivement à rentrer assez facilement sur de grands comptes et que j'ai pas perdu mon temps. Non, ça c'est sûr. Mais si tu veux, je peux. Enfin, ça c'est mon retour d'expérience. Après, je sais pas par rapport à ton business, etc. Faudrait qu'on en discute plus longuement. Tu vois, si tu as une offre très différenciante qui fait que qu'ils ont tout intérêt. Et puis quelle est surtout quelle est la valeur que tu leur amènes, etc. Parce que si ça bouge pas, c'est qu'il y a une pain quelque part, tu vois. Il faut la trouver. Ou alors il faut trouver le bon discours qui va faire que ça va bouger. Ouais, tout à fait. Parce que c'est pas forcément parce que c'est un grand groupe que ça va pas bouger. Hein. Quand ils en ont besoin, ils bougent. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai regardé sur LinkedIn en fait et j'ai remarqué que tu étais basé à Londres maintenant. C'est parce que depuis qu'il y a la grosse levée de fonds, maintenant c'est mieux d'être à Londres. Non, je suis à Paris. Pardon? Je suis à Paris. En tout cas, il y a marqué Londres. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça claque. Et puis il y a un numéro de téléphone et plus 44. Donc ouais. Non, en fait, on bouge beaucoup. Mon associé, il est à New York, mais il fait aussi pas mal d'allers-retours. Donc, tu le verrais. Voilà. Moi, j'étais plus à Londres avant. Là, j'y vais un petit peu moins parce que l'équipe est bien machin et que je n'ai pas changé sur LinkedIn. Mais oui, de toute façon, on a une politique où on est là, mais on est aussi un peu partout. On bouge pas mal. Moi, je trouve que la France, c'est génial. Je trouve vraiment qu'on a un écosystème hallucinant, une énergie dingue. Nous, on en profite. Nous, on est Pass French Tech, donc on a un accès plus rapide à la BPI, à la COFAS, etc., à des financements. On a le crédit impôt recherche, on a le statut jeune entreprise innovante. On a eu Pôle emploi au début. Moi, je trouve que vraiment, la France, ils mettent tout en œuvre pour. Je trouve que c'est pour le coup pas que des paroles, mais c'est des actes. Moi, je les vis au quotidien. J'avais encore ce matin au Cap Digital un pôle de compétitivité au téléphone qui m'a dit « Tiens, on te finance des formations pour tes managers à hauteur de 50%, c'est financé par l'État. Voilà, je fais partie du hub BPI aussi, où on est super soutenu.
Et depuis le début, on a été soutenus, on a eu des préamorçages d'innovation, etc. Je trouve que la France est un pays absolument magique pour monter sa boîte et qu'on a une chance inouïe. Après, c'est sûr qu'il y a un truc qui est vrai, c'est que oui, les valorisations ne seront pas les valorisations londoniennes ou américaines, mais bon, après, qu'est-ce que vous cherchez et est-ce que c'est intéressant d'avoir des valorisations aussi importantes parce que derrière, il faut délivrer. Donc, bon, après, voilà, moi, je sais pas, hein, je dis pas que j'irai pas lever aux États-Unis ou en Angleterre, etc. Mais c'est sûr que moi, j'ai levé 6 millions, mon concurrent américain, il a levé 150 millions alors qu'on s'est lancé en même temps. Ça, c'est clair. Et j'espère que ça changera. Mais par contre, je pense qu'on est quand même en bonne voie pour que ça change. J'espère qu'un jour, on arrivera à créer des vrais champions européens et qu'on ne sera pas tous obligés d'aller tout le temps aux États-Unis, etc. Mais en tout cas, moi, en tout cas, je me plains pas de notre situation et je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance, quoi. Et puis alors, je raconte tout le temps ça, j'adore. Nous, on a créé des filiales dans tous les pays. Donc en France, c'est quand même assez facile de monter sa boîte. Vous êtes d'accord? Oui. Au UK, ça prend 1 heure. En Allemagne, c'est l'enfer, il faut aller chez le notaire, le machin, le truc, etc. C'est super long. Et en Espagne, j'ai mis 3 mois à ouvrir ma boîte. Donc, bon, je me dis, bon, voilà, on se plaint, la paperasse, l'administration française, etc. Franchement, alors moi, je parle que de mon expérience, je trouve qu'on est quand même bien lotis, quoi. Des brevets? Ça dépend pourquoi. Nous, on peut pas protéger, c'est pas possible. Ouais. Ouais, mais on a déjà regardé, c'est super compliqué. Par contre, ça dépend des business, hein. Pour le mien, c'était pas possible, mais je pense que pour d'autres, c'est super important et c'est primordial même. Là-dessus, je peux vraiment pas m'exprimer. Désolée. Une question? Ouais. 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 Tu prends ce que, enfin, tu tries toi-même ton bullshit, quoi. Bah non, mais enfin, de toute façon, c'est comme dans tout, enfin, tu vois, tu tries toi-même. Et moi, je trouve que c'est quand même hyper important de rencontrer pas mal de gens. Moi, je sais que, ouais, dans l'échange one-to-one, enfin, comme ici, ou voilà, mais j'espère que j'ai pas délivré trop le bullshit. Mais en gros, c'est vraiment important c'est vraiment important de voir les gens. Parfois, ça va pas t'apporter grand-chose. Parfois, ça va t'apporter énormément. Et parfois, c'est un petit élément qui va t'apporter énormément. Parfois, tu vois, tu passes 1 heure avec quelqu'un et en fait, il y a 99% des trucs qui n'avancent à rien, mais il y a un truc qui a été un élément déclencheur de dingue. Moi, j'ai vraiment plein de... J'ai tendance à énormément... moi, je suis pas très... tu vois, j'ai un associé qui est assez sûr de lui, qui sait où il va, etc. Moi, j'ai plus tendance à me poser beaucoup de questions, etc. Donc moi, j'ai beaucoup tendance à m'inspirer des autres. Et moi, j'ai beaucoup besoin d'écouter ce que me disent les gens pour m'en inspirer. Mais après, ça dépend des caractères. Moi, j'ai jamais lu de bouquin là-dessus. Non. Ah oui, oui, non, non, non. Non, 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 non. Ah oui, oui, dans les bouquins et tout. Non, alors moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup inspiré là dernièrement, qui s'appelle Reinventing Organization, qui est sur l'entreprise libérée, que j'ai trouvé super intéressant. Mais sinon, globalement, je m'en suis acheté plusieurs qu'on m'a conseillé et ça m'a toujours méga emmerdé. Ouais. Bah, disons que enfin, ouais. C'est souvent de la théo. Enfin, je pense que ça dépend des gens. Il y a peut-être des gens auxquels ça parle, etc. Et puis d'autres. Moi, je suis plus dans la discussion. T'en as peut-être d'autres qui sont plus dans la théorie. Ça dépend, je pense. Je pense que pour le coup, il n'y a vraiment pas de vérité. Ça dépend vraiment de la perception de chacun, quoi. Ouais. Mais j'ai jamais lu de bouquin, moi, là-dessus.
Bon, très bien. Vous avez d'autres questions? Quelque chose à ajouter peut-être? Ouais. C'est nous qui collectons la donnée. Alors, c'est la donnée, on récupère la donnée des sites, on la collecte, et ensuite on a nos propres méthodes de calcul. Donc, on était basé avant sur la méthode. Vous savez, on a besoin de voir entre deux versions, ce qui est à partir de quel moment c'est statistiquement significatif. J'ai toujours trop de mal à le dire. Et donc, avant, on utilisait la méthode du qui-2, et maintenant, on utilise le bayésien qui est plus fin, etc. Bon, je sais pas, je vous parle peut-être chinois, mais en tout cas, c'est vraiment, c'est nous, on collecte les datas et on a nos propres algos de calcul, etc. Très bien. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, en tout cas, merci Alix d'être venu. Merci à tous.